va passer cette fois à la séquence suivante, si vous le voulez bien, avec l'intervention de Chalon-sur-Saône autour du projet de l'usinerie. Donc Chalon-sur-Saône, ville de 45 000 habitants, Action Cœur de Ville, et j'ai le plaisir d'accueillir ici dans la salle avec nous Yannick Mahé, qui est le directeur de l'usinerie. Bonjour, et qui va nous présenter ce projet, la manière dont il s'est inscrit dans la dynamique de revitalisation. Et on prendra évidemment quelques questions après votre présentation. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et tous dans la salle. Moi, je suis ravi parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait écho par rapport à ce que je vais développer là. Puisqu'en fait, l'usinerie que je vais vous présenter se veut quelque part une sorte d'agrégat d'un certain nombre de points qu'on va évoquer, c'est-à-dire une jonction entre un tiers-lieu, la formation professionnelle, la transition vers l'industrie 4.0 qui est le cœur finalement du projet, et puis une réhabilitation d'un ouvrage, d'un bâtiment cœur de ville historique, emblématique de Chalon-sur-Saône, qui était voué à disparaître et qu'on a réhabilité, à qui on a donné une nouvelle vie. Vous allez voir que finalement il y a quelque chose d'intéressant. Le bâtiment en question, vous l'avez derrière moi, évidemment. Donc il y a le côté historique qui est au milieu et deux extensions sur les côtés plus modernes, comme vous pouvez le constater. En fait, il s'agit d'un bâtiment de 1820 qui était un moulin, qui est devenu une huilerie et qui, en gros, il y a une activité dans ce bâtiment qui s'est étalée de 1820 à 1980 et depuis c'est devenu une friche industrielle. C'était le premier lieu historique industriel de Chalon-sur-Saône qui a périclité. Et finalement, on souhaite en faire le cœur d'une redynamisation de l'activité industrielle en accompagnant les entreprises dans leur transition vers l'industrie 4.0. Et c'est en ça, ça fait écho à ce que j'entendais tout à l'heure. Donc on est sur un bâtiment surface totale 4000 m² environ, qui va finalement regrouper ou faire se concentrer un certain nombre d'acteurs pour proposer aux entreprises une transformation consolidée, c'est-à-dire multiniveau, multisectoriel. Je ne sais pas si ça fonctionne. Dans l'autre sens. Voilà. Donc, le projet est impulsé par le Grand Chalon, donc, qui est un comité d'agglo, avec 3 membres fondateurs, et j'insiste sur la notion d'un membre fondateur, et il y aura un représentant tout à l'heure, donc les arts et métiers, donc l'ENSAM, le CNAM et l'Usinerie Partners, le tout réuni sous une même bannière, un même emblème, qui s'appelle l'usinerie. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des convergences, l'ensemble des synergies se trouvent et se concentrent en un même lieu et proposent une solution consolidée à l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire. Vous allez voir que, globalement, le constat qu'on faisait, on a associé les entreprises à chacune des étapes de construction du projet. C'est comme si vous vouliez construire une maison, finalement, qu'on faisait en transformation industrielle aujourd'hui. Moi, j'ai passé 17 ans à l'UIMM avant de rejoindre la collectivité. Vous êtes seul à vouloir construire votre maison et vous avez certes le plombier, spécialiste de la robotique par exemple, certes le spécialiste de l'électricité qui va être spécialiste de l'IA, certes le spécialiste, mais en fait vous avez une organisation qui est totalement en silo en face de vous. Et vous avez 2 solutions par rapport à ça, soit vous êtes très bon, vous êtes vous-même en interface et vous êtes en coordination de l'ensemble de ces acteurs, soit vous allez chercher sur le marché un acteur qui va jouer ce rôle finalement de chef de chantier, d'intégrateur, mais souvent vous allez trouver quelqu'un qui va être surdimensionné, qui va dire « Oui, moi, ta maison individuelle, elle me plaît bien, mais je suis plutôt spécialiste des buildings, c'est-à-dire je suis plutôt spécialiste de l'accompagnement des grandes entreprises. » Et ta TPE, PME de 20 salariés, 15 salariés dans la chaudronnerie, c'est plus compliqué. Et donc l'idée, c'est d'arriver à solutionner cet état de situation en proposant une offre complètement consolidée de transformation globalisée des entreprises industrielles du territoire. Les entreprises ont été associées dès l'origine au projet, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle des groupes miroirs. En général, c'est une vingtaine d'entreprises. Alors, certaines étaient des bastions, c'est-à-dire ont été dans l'ensemble des groupes miroirs pour assurer une continuité. Et d'autres étaient en mouvement à chaque thématique parce que une spécialisation les concernait. Et à chaque fois qu'on a avancé dans le projet, à chaque fois qu'on a voulu jalonner le projet, on a réassuré auprès de ces groupes miroirs que la réponse qu'on apportait, c'est-à-dire la compréhension qu'on a eu du problème, que la réponse qu'on a apportée était cohérente avec l'expression du besoin des entreprises du territoire. Si ce n'était pas le cas, on revoyait une autre copie. Donc l'usinerie, en définition, c'est un pôle d'excellence et d'accompagnement vers l'industrie 4.0 qui regroupe des experts, des acteurs, de l'innovation, de la recherche, de la formation. Souvenez-vous de l'offre packagée que j'ai évoquée tout à l'heure, avec un objectif, c'est accroître la compétitivité des entreprises qui passe par la nécessaire transformation, digitalisation, numérisation et industrie 4.0,
et pour renforcer l'attractivité des territoires. On parle de formation tout à l'heure. Il est certain que nos alternants, nos jeunes viennent se former sur le territoire, n'ont pas un continuum de formation et qui les amène à partir. Nous, aujourd'hui, quand un jeune quitte le territoire chalonnais, en général, il ne revient pas. Parce qu'il part à Lyon, parce qu'il part à Dijon, et que finalement, quand il y revient, c'est beaucoup plus tard. Mais on perd de la compétence sur le territoire et on en a besoin. Et nos talents, il faut qu'ils restent là, on a besoin d'eux. Donc, je le disais, 4000 m2 dédiés à l'industrie du futur, au service des entreprises et l'écosystème régional. Hop. Non, toujours pas. Alors, je passe relativement vite, mais on va agréger autour des compétences de l'usinerie les principales briques technologiques de l'industrie du futur, ou l'industrie 4.0, suivant le terme que vous lui donnez, avec des spécialisations qu'on porte en propre, les compétences intrinsèques à l'usinerie, notamment tout ce qui va être autour de la réalité mixte, virtuelle et augmentée, et autour de tout ce qui va être l'intelligence artificielle et big data. Et notamment dans ce cadre-là, on a obtenu il y a quelques jours la certification, en tout cas l'accréditation par la CTI d'ouvrir en septembre de cette année un titre d'ingénieur IA Big Data, en lien notamment avec le CNAM, l'ENSAM et l'UIMM. Donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le cadre de l'action Cœur de Territoire. Voilà, l'idée, c'est de permettre vraiment un accompagnement 360 aux entreprises. L'idée d'aller de la réflexion, pré-diagnostic, cahier des charges fonctionnelles, engineering financière, portage de projet, puisqu'encore une fois, toutes les entreprises TPE, PME que l'on côtoie régulièrement, certes, peuvent souhaiter se robotiser, mais n'ont pas forcément en interne la ressource pour la robotisation. Quand on parle robotisation, avant, on va parler, pour repenser le process de production, le lean manufacturing, compétences qu'elles n'ont pas forcément à nouveau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est compétences qu'on va trouver en silo sur le marché, sur le territoire, mais qui se chargent finalement d'assurer le rôle d'intégrateur et de coordination de l'ensemble de ces segments. Aujourd'hui, l'expertise, et je crois que ça a été évoqué dans le titre d'ingénieur et Master 2 qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la compétence, souvent, elle est silotée. Vous avez des ultra spécialistes de la robotique ou de la cobotique, il n'y a aucun problème. Vous avez des ultra spécialistes de l'informatique, il n'y a aucun problème. Vous avez des ultra spécialistes de l'organisation industrielle, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous voulez les faire travailler les trois ensemble, c'est à vous d'être intégrateur. Et là, ça devient compliqué pour nos entreprises. Donc l'usinerie, c'est une plateforme technologique relativement vaste. On va trouver en dur sur le site, et je vous le dirai tout à l'heure par rapport à notre réseau de partenaires aussi un certain nombre d'autres choses. Donc une salle d'immersion virtuelle, ce qu'on appelle le Blue Lemon, qui est un caisson immersif 5 faces, 5 mètres par 5 mètres les faces en l'occurrence, où vous allez pouvoir, en l'occurrence c'est ce que vous voyez là, faire de la simulation sur la Renault Mégane d'ergonomie, d'implantation des moteurs, en immersion totale. Une ligne de production didactique Festo, donc complètement 4.0, vous allez trouver sur une ligne qui fait à peu près 3 mètres de long, qui est une micro-usine en réalité, l'intégralité ou l'agrégation de l'ensemble des briques technologiques que je mentionnais à cet endroit. Ça va aller de la robotique, cobotique, la vision industrielle, la cybersécurité, le big data, l'IoT, le cloud, l'automatisme. Vous allez tout retrouver à cet endroit. Voilà. Et puis les missions de l'usinerie, si ça va bien, non, c'est dans l'autre sens, décidément, j'ai du mal. C'est accompagner les entreprises, là c'est relativement important, c'est accompagner les entreprises industrielles en transformation numérique et digitale, orienter les porteurs de projets, puisqu'on a une activité également de pépinière et d'accélérateur, incubateur, accélérateur. Donc on est certifié pépinière au niveau de service par le conseil régional, avec une spécialisation, c'est-à-dire qu'au départ on avait autour de l'activité une pépinière qui était relativement ouverte, et on croit assez au fait qu'un couteau suisse, ça sait faire à peu près tout, mais ça fait à peu près tout mal. Et donc, on a voulu recentrer l'activité en disant que notre écosystème naturel, il est autour du numérique et de l'industrie. Donc, nos startups qui doivent bénéficier de cet écosystème doivent être elles-mêmes en écho avec cet environnement qu'on peut leur proposer. Et donc, on a associé à la structure un consortium, donc des entreprises qui se sont volontairement associées au projet de l'usinerie et qui font partie des groupes miroirs que j'évoquais tout à l'heure et qui, en contrepartie, se sont engagés à être soit bêta-testeurs des solutions développées par les startups, soit éventuellement de mettre à disposition, à titre gracieux, bien évidemment, leurs propres ressources, ingénieurs, compétences en informatique, etc., pour aider les start-upers à développer, à instrumentaliser, à instruire leurs projets. Donc les missions de l'usinerie, c'est vraiment de l'écosystème, animation, service sur mesure aux besoins des territoires. Donc c'est animer l'écosystème régional, mettre en réseau, encore une fois casser cette localisation en silo qu'on retrouve trop souvent,
Faciliter la partie formation et recrutement, parce qu'on a beau dans l'industrie 4.0, l'élément central de l'industrie 4.0, 5.0, 6.0, ça doit rester l'humain. Donc il faut quand même que la technologie est au service d'eux, pas à la place d'eux ou pas contre, mais au service d'eux. Donc faciliter la partie formation et recrutement, développer les stratégies d'étage et les projets numériques. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a ce qu'on appelle un TRL, c'est-à-dire un taux de maturité numérique constaté de l'ordre de 2, 3. L'environnement compétitif direct est plutôt dans l'autour de 5. Certains autres pays, que je ne nommerai pas parce que je ne vais pas parler de la Corée maintenant, sont plutôt autour de 7. Autre chiffre clé, c'est en France, vous avez à peu près 150 robots industriels installés pour 10 000 salariés. C'est une unité de mesure qui permet de comparer comme ça le taux de maturité technologique dans un pays. On est à peu près 150, 160 en France. On frôle la barre des 400 en Allemagne. Ils viennent de franchir la barre des 1100 en Corée. Et il paraît qu'ils ont d'autres avantages concurrentiels que nous, donc il y a nécessairement une volonté de rattrapage qui est impérative. Et puis évidemment, coordonner des projets collaboratifs innovants. Alors très rapidement, les missions, donc on a 4 grands segments, la partie compétences emploi, la partie R&D collaborative, la partie compétitivité et la partie animation de l'écosystème, qui sont les 4 grandes missions qu'on a assignées à l'usinerie Partners. Donc c'est de favoriser la montée en compétences vers l'industrie 4.0, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est orienter les ressources humaines et les dirigeants au sein de l'écosystème et en fonction de leurs besoins. Puisqu'en fait, la stratégie de transformation, elle commence normalement par pour être convaincant, il faut être convaincu, c'est-à-dire que le chef d'entreprise lui-même est en frein sur la transformation technologique, ça va être dur d'insuffler et de bousculer la ligne hiérarchique, qui souvent d'ailleurs voit l'arrivée de ces technologies plutôt comme une menace qu'une opportunité. Donc la première brique de la technologie, finalement, c'est de l'humain au début et à la fin, et de la force de conviction et de l'accompagnement au changement. C'est orienter, je disais déjà, c'est former aux thématiques digitales des outils du numérique. On a fait des choses sur le bilan carbone, sur le big data, sur la transformation digitale. Et puis c'est de faire évoluer l'écosystème de formation, parce que dans un univers qui bouge et qui est en perpétuel mouvement, l'ancrage fort des formations qui se transforment avec finalement une inertie relativement longue est contraire aux besoins des entreprises qui, eux, sont sur le temps réel. Donc l'idée, c'est d'adapter systématiquement avec différents leviers, différents niveaux, en formation initiale, en formation continue, l'offre de formation, pour qu'elle soit toujours adaptée à la problématique du moment. Quand j'étais à l'UIMM et que je dirigeais le centre de formation de l'UIMM, je trouvais anormal qu'on ait pas au moins 6 à 10% de notre offre de formation qui bouge chaque année. Parce que c'est faire constat que le monde ne bouge pas autour de vous et que votre formation peut rester statique. Et puis c'est faire connaître les métiers de l'industrie 4.0, puisqu'on a une problématique relativement forte dans notre métier, ce sont des métiers invisibles. C'est-à-dire que si vous ne poussez pas la porte d'une entreprise, d'un labo, vous avez des métiers qui ne se voient pas. Quand vous parlez à quelqu'un du bâtiment, il en pense qu'il en pense, c'est ceux qui vous embêtent sur l'autoroute, c'est ceux qui font du bruit le matin à côté de chez vous, mais vous avez une image des métiers du bâtiment. Quand vous parlez d'un chaudronnier, d'un usineur, d'un soudeur, l'image, soit elle est fausse, soit il n'y en a pas. Et donc il faut arriver aussi à faire en sorte que les publics, les jeunes notamment, aient une idée concrète de la beauté de ces métiers-là pour qu'ils puissent s'y orienter. Donc il y a un vrai rôle de communication et d'accompagnement de ces jeunes. L'idée aussi innovante, c'était qu'on ait un catalogue de formation qui soit commun avec tous les partenaires de l'usinerie. Alors ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, Ensam, CNAM et Usinerie Partners, mais également l'UIMM, le CETIM, Festo, Siemens, Schneider, etc. Pour que les entreprises n'aient pas à aller, encore une fois, à fouiller dans 10 000 catalogues pour trouver les formations qui leur vont bien, et pour que les jeunes aussi aient ce sentiment de continuité dans l'œuvre de formation. C'est-à-dire que s'ils regardent l'œuvre de formation de l'UIMM, ils vont voir qu'il y a du bac pro, du BTS, de la licence pro. Mais s'ils voient qu'il y a l'ENSAM ou le CNAM, ils vont voir qu'il y a de la licence, du master et du doctorat. Mais en tout cas, ils auront une idée que l'intégralité de leur cursus peut se réaliser sur le territoire et qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à les recruter pour leur cursus en alternance et pour les recruter tout court une fois leur diplôme en poche. Ça, c'était relativement important pour nous. La partie compétitivité et business, alors ça n'a pas bougé là-bas, si, voilà. Évidemment, parce qu'on peut avoir toutes les volontés du monde, si derrière il n'y a pas de rentabilité, si derrière il n'y a pas le cash qu'il faut, on aura du mal à transformer les intentions en actions et en projets. Donc c'est accompagner les entreprises dans leur stratégie de transformation, parce que le premier blocage, vous savez que le taux de transformation d'un projet industriel aujourd'hui, c'est 16% à peu près. C'est-à-dire qu'entre 100 projets pensés au départ, 16 vont finalement atterrir à avoir un impact dans l'entreprise. Et sans doute que le 16% que j'évoque, il faudrait encore le pondérer par l'importance de l'impact que le projet a eu dans l'entreprise. Donc 200 projets en temps à 16,
Et il faut après avoir la pondération que j'évoque. Donc l'idée, évidemment, c'est d'augmenter cette transformation, de la multiplier par 2, par 3, enfin le plus possible, mais en tout cas, ne pas la laisser à ce stade qui est vraiment trop faible aujourd'hui. Et donc, c'est d'accompagner la stratégie digitale, maturité numérique, de préconiser une ingénierie financière mobilisable, parce qu'on a pléthore d'aides possibles aujourd'hui, mais relativement peu accessibles en direct par rapport à certaines entreprises où c'est la comptable qui finalement fait la paye, les RH, et autre chose, et la formation professionnelle, et puis on lui demande en plus de faire un dossier FSE ou PIA, c'est pas possible. Voilà. Évidemment, d'activer le réseau d'experts en fonction du projet. En fait, on propose aux entreprises une solution de groupe projet clé en main. On vous aide premièrement à faire votre cahier des charges, puisque sans cahier des charges clair, c'est difficile d'aller chercher et mobiliser les acteurs qui vont bien. Donc, première étape, c'est pré-diagnostic, cahier des charges fonctionnel. Une fois que ce cahier des charges attendu est validé, alors on va chercher l'ensemble des partenaires et acteurs qui vont pouvoir structurer la mise en œuvre opérationnelle de ce qui a été validé par le cahier des charges et par l'entreprise. Et on pilote le projet pour le compte de l'entreprise, avec une présence plus ou moins marquée suivant le degré d'implication que souhaite l'entreprise, qui a toujours évidemment le dernier mot. Donc c'est un suivi personnalisé, c'est des échanges évidemment confidentiels avec des accords de confidentialité, du diagnostic 360, première étape, du diagnostic spécialisé une fois qu'on a identifié les 3 ou 4 thématiques principales sur lesquelles l'entreprise doit travailler pour avoir un ROI, un retour sur investissement le plus rapide et le plus significatif possible. Et on assure évidemment le pilotage du projet. Évidemment, on est sur des technologies, des environnements mouvants, donc il y a toute une dimension d'innovation, innovation collaborative. Encore une fois, 55% des entreprises industrielles du territoire sont des entreprises de moins de 20 salariés, plus de 65% quand vous passez à moins de 50. Vous n'avez pas dans ces entreprises l'intégralité des compétences nécessaires pour faire ces transformations. Et ce n'est pas le rôle d'une entreprise que faire de l'intégration de différents silos. Il faut qu'on leur propose des solutions clés en main avec le volet, enfin l'intégralité des volets qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, innovation collaborative, la R&D, c'est être à l'écoute des problématiques industrielles, mettre en place des groupes de travail croisés, puisque souvent on s'aperçoit qu'on est tous, on veut tous un iPhone parce que c'est corporate, puis on veut tous une coque particulière parce que c'est notre identité. Dans les projets, souvent c'est pareil, il y a un tronc commun qui est relativement fort, et puis il y a une partie identitaire aux spécialisations propres à l'entreprise, mais qui n'est pas 100%, qui est une cote-part finalement de ce qui est déjà relève du collaboratif. Et on peut aller chercher dans le collaboratif, dans le partage, dans le retour d'expérience, dans ce qui a déjà été développé, une grande partie des réponses aux problèmes que l'on pense être les seuls à avoir. Et en plus, on économise évidemment par effet d'échelle le coût de déploiement. Et mettre en relation les organismes experts en fonction des besoins exprimés. J'ai voulu aller vite, donc là vous avez l'intégralité des personnes que vous pouvez contacter. Donc ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'usinerie principalement, c'est vraiment de se dire qu'on a une dizaine de projets pour l'instant qui sont en accompagnement. Ça va de l'implantation d'une CRM, donc un système digitalisé de suivi clientèle, jusqu'à l'implantation de robots industriels de soudage par exemple, et de ce qu'on appelle de l'IoT, c'est-à-dire de mettre des systèmes de véhicules autonomes pour alimenter les lignes de production. Voilà quelques exemples de projets qu'on pilote pour l'instant. Et on a toute une œuvre de formation qui est en réflexion. La première brique de cette œuvre de formation nouvelle, c'est le titre d'ingénierie à Big Data qu'on évoquait tout à l'heure. Et on a, comme ça, de manière séquencée, un programme de développement de formation initiale, formation continue, sur 5 ans, en co-investissement, NSAM, CNAM et UIMM, ce qui est relativement innovant, je crois, en tout cas sur notre territoire. Merci. Merci, là aussi passionnante, et on voit bien que ça va beaucoup se développer. Vous avez très peu parlé du bâtiment, vous avez juste montré une image très furtivement. Je voudrais rappeler qu'il s'agit des architectes Vurpa de Lyon, je crois, une agence. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur l'esprit du projet architectural et comment il colle au process que vous imaginez justement avec en quoi il est 4.0 lui-même? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, c'est évidemment le cabinet d'architecture Vurpas de Lyonnais qui a été retenu pour piloter le projet avec brio d'ailleurs. Évidemment, c'est un bâtiment qui est classé, qui a posé un certain nombre de contraintes. Mais l'idée première, c'est de se dire il serait intéressant que ce bâtiment qui a été le fer de lance de toute l'industrie chalonnaise et saône-et-loirienne, donc je rappelle 1820, date de mise en marche du bâtiment, avec un des premiers moulins à vapeur de France qui a été implanté dans le bâtiment. Et en fait, c'est une friche industrielle qui a été rachetée par la collectivité il y a une dizaine d'années, en se demandant mais
qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, c'est l'entrée de ville. En fait, c'est l'entrée de ville sud de Chalon-sur-Saône. Ce qui est quand même, quand vous arrivez dans une ville avec un passé industriel, la première image que vous avez, c'est une friche. Quand vous sortez de l'autoroute, on sent bien qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans le truc. Et donc, on a voulu faire en sorte que ce bâtiment emblématique devienne celui d'un renouveau, puisqu'on parlait de transformation de l'industrie. L'industrie, évidemment, si vous parlez de l'Empire Schneider sur le Creusot, etc., on voit bien que la Saône-et-Loire est un bastion industriel relativement marqué. Et donc, on a repris ce bâtiment avec toutes ses contraintes. Honnêtement, ce n'est pas le bâtiment le plus optimal pour les activités qu'on va y faire. C'est pour ça qu'on y a adjoint ce qu'on appelle le sucre, puisque c'est l'ancienne sucrerie que vous avez à côté, qui va accueillir finalement tous les blocs, les briques technologiques. Il y a le Blue Lemon que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un Living Lab, il y a un Fab Lab évidemment, il y a une pépinière entreprise, il y a un espace de coworking, enfin je ne vais pas détailler tous ces éléments-là. C'est 4000 m² l'ensemble, hein, voilà, pour tout vous dire. Et donc on a évidemment un bâtiment qui est plein d'aspérité, qui est plein d'histoire, il y a des salles de cours avec 8 poteaux, magnifiques certes, mais 8 poteaux quand même. Donc vous êtes enseignant, et j'en fais partie, et maître de conf. Les poteaux dans les salles, vous n'aimez pas trop, mais par contre, vous ne rentrez pas dans ce lieu sans qu'il puisse vous toucher. C'est un lieu habité. Voilà. Il a une histoire. Il a une histoire, il est proche industriel en plus. Industriel, il est proche de l'IUT qui est juste à côté, il est proche du pôle d'excellence et de formation de l'UMM qui est à côté. C'est-à-dire que dans un périmètre de 800 mètres, vous avez finalement l'IUT, il y a une spin-off de l'école 42 sur l'informatique qui vient de s'implanter également, qui est à peu près à 800 mètres. Donc voilà, vous avez une espèce de cohérence et de continuum aussi d'offres de services et de formation autour de l'industrie sur ces éléments-là. Et puis voilà, il y a quand même cette histoire emblématique qui pouvait on ne pouvait pas en faire quelque chose. Voilà. Et tout le reste, parce que c'était un complexe industriel relativement fort, le seul bâtiment qui a résisté au temps, c'est à la fois aux destructions, au vandalisme, aux destructions, et à d'autres événements, etc., c'est ce bâtiment que vous avez derrière moi qui est le moulin. Là, qui depuis 1820, coûte que coûte, voilà, et continue d'exister en nous rappelant notre passif et notre passé industriel. Et donc mais c'est remarquable, hein, tous les stigmates de ces différentes couches de transformation pour s'adapter au fil du temps aux différentes activités qu'il a occupées sans rester strictement présentes. On a refait faire les charpentes à l'identique. Coût du programme, 12,5 millions, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça permet aussi de positionner les choses. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on appelle le sucre, c'est le bâtiment vitré qui est en fait une surface de projection, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir projeter un certain nombre d'éléments sur cette surface en verre dépoli. Et donc, à l'intérieur, ça fait à peu près 15 mètres de haut pour pouvoir accueillir les équipements techniques que j'évoquais tout à l'heure, notamment le Blue Lemon, la ligne didactique Festo, la partie robotique, enfin, toutes les briques technologiques qu'on évoque, et puis un Living Lab qui est un outil de mise à disposition des étudiants pour tester des solutions avant de basculer en start-up. Il sera fini quand, ce bâtiment? Alors, ce bâtiment est réceptionné en juin de cette année, à la place de septembre de l'année dernière. Très bien. Voilà. Mais effectivement, on parlait de l'ouverture de la formation qui avait été décalée tout à l'heure. Je pense qu'on a subi, nous aussi, les affres des décalages à répétition cause Covid. On a subi aussi les affres des revalorisations tarifaires risque Covid aussi, hein, parce que le projet a quand même subi quelques survaleurs liées à problématiques d'approvisionnement, surcoût des approvisionnements, etc. C'est partout pareil. Oui, ça fait toujours un peu mal par contre. Et donc on le réceptionne en juin, donc en juste à temps finalement pour accueillir les ouvertures du Master 1, Master 2 de l'ENSAM, du titre d'ingénieur du CNAM, parce qu'il est porté par le CNAM, et d'autres formations, puisqu'on avait des licences pro également de l'ENSAM qui étaient en informatique, qui étaient déjà présents dans le bâtiment que vous voyez un tout petit peu derrière, parce qu'en fait c'était les anciens bâtiments de la sucrerie Boule Rouge, et les bâtiments administratifs de l'ancienne sucrerie, ce bâtiment-là étant le bâtiment de la sucrerie Branche, c'est-à-dire l'endroit où on transformait le sucre de betterave notamment. Voilà. Merci. Alors j'ai aussi quelques questions. J'allais vous demander le coût du projet, vous l'avez esquissé, mais on n'a pas forcément bien en tête qui le finance à la fois en matière d'investissement et après en matière de fonctionnement. On a compris qu'il y avait des établissements d'enseignement supérieur qui étaient associés au fonctionnement, mais vous pourriez détailler un petit peu, c'est quand même un gros investissement si le chiffre de 12 millions est respecté. Et puis, deuxième question, plutôt en termes d'occupation des locaux. Donc, vous parliez des premières promotions qui arriveront en septembre, c'est ça? Ça m'intéresse aussi de savoir combien d'étudiants finalement. Est-ce que ça représente une promotion significative? Qu'est-ce que ça change aussi dans la vie étudiante peut-être de Chalon-sur-Saône, tout simplement, ou du bassin de vie, en termes de proportion? Je ne sais pas si c'est une ville qui est déjà qui accueille déjà beaucoup d'étudiants. Souvent, il y a des premiers cycles en fait universitaires dans les villes moyennes, pas forcément
au-delà. Et puis dernière question, c'est la relation avec la ville ou l'agglomération de Châlons, parce qu'en fait vous avez beaucoup parlé de la région, enfin pas mal parlé de la région, qui évidemment a un rôle important dans la formation, et donc c'est légitime, mais on n'a pas beaucoup compris, ou en tout cas moi pas beaucoup entendu la relation que vous avez pu avoir dans le montage du projet avec la ville elle-même ou l'agglomération du Grand Châlons dans cette opération. Je vais essayer de répondre à tout et dans l'ordre si possible. Donc oui, coût du projet 12 millions d'euros, évidemment un agrégat de financeurs, l'État principalement, avec différents domaines de financement, puisqu'on est dans le domaine des bâtiments de France et des bâtiments avec des priorités de reconditionnement. Donc État, différentes lignes de subvention, la région et le Grand Châlons lui-même. Donc je parle FEDER, FSE, subvention de la région, etc. Donc on a un niveau de financement, je crois, de l'ordre de 80% sur le bâtiment, le reste à charge étant pris par le Grand Châlons lui-même. Voilà. Donc l'initiative du projet est portée par le Grand Châlons, voilà, et qui a notamment proposé aux différents acteurs que j'ai vu tout à l'heure de s'associer au projet. Donc avec deux noyaux, si je veux dire, aux deux périphéries. Le premier noyau, c'est celui des membres fondateurs. Donc on va retrouver in situ dans le projet, Ensam, CNAM, Usinerie Partners, sous bannière usinerie. Et vous avez un second cercle, c'est tous les partenaires de proximité, que ce soit proximité géographique, pour réussir à avoir cet agglomérat finalement de fonctionnement collaboratif entre les uns et les autres. Là, on va rajouter l'UMM que j'évoquais, on va rajouter l'IUT, on va rajouter aussi le centre de formation, Châlons Formation, qui est juste à côté de chez nous. Et puis en troisième cercle, et c'est pas péjoratif, on a voulu aussi associer tous les industriels apporteurs de solutions. Puisqu'en fait, l'idée, c'est tout le problématique quand vous faites que du consulting pur, c'est que vous apportez la théorie de la mise en œuvre, vous n'apportez pas l'application concrète de la mise en œuvre de la solution. Et là, on a voulu associer des grands noms, des grands faiseurs, Schneider, je le disais tout à l'heure, Festo, vous avez des entreprises comme Fanuc dans la robotique qui sont associées, qui vont justement, à un moment donné, quand le projet sera suffisamment stabilisé avec l'entreprise, pouvoir aller faire la mise en œuvre opérationnelle. Voilà. Sur la partie, alors c'est à peu près 3000 étudiants à Châlons. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on arrive à du poste 2, 3, et puis après, il y avait quand même un vrai manquement dans l'offre de formation, et c'est là où finalement les talents se révèlent le plus, notamment dans la transformation. Moi, j'avais fait une erreur à un moment donné quand j'étais directeur du pôle formation, c'est qu'on avait mis en place des licences pro en robotique, en disant ça va aider les entreprises à se transformer. Mais non. C'est-à-dire qu'eux, ils savent programmer les robots, ils ne savent pas forcément imaginer l'optimisation de l'implantation d'un robot. Donc on a fait machine arrière, on a vite développé un titre d'ingénieur en robotique-cobotique avec une école d'ingénieurs de Dijon qui s'appelle les IRM. Et là, on a pu pousser nos jeunes ingénieurs dans les entreprises et faire en sorte que les premières briques de la transformation puissent s'opérer. Et après, une fois que les robots étaient installés, évidemment, nos licences pro, on peut être placés. Il y a un certain ordre logique dans le cheminement qu'on doit mettre en place. L'idée, c'est quand même de faire d'une ville comme Châlons, mais comme c'est beaucoup le cas des villes intermédiaires, coincée entre deux grosses métropoles, Lyon, 1 heure de voiture, Dijon, 45 minutes de voiture, d'exister entre ces deux bastions. Et donc d'avoir, non pas forcément pléthore d'offres de formation, mais d'avoir des spécialisations. Là, pour le coup, je vais à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la notion de spécialisation, c'est vous mettre un petit chez les grands qu'un grand chez les petits. Voilà. Donc on a choisi une ligne directrice, une stratégie de formation sur quelques axes prioritaires et avec une logique d'excellence. Faire peu, mais faire bien, on va faire dans l'excellence. Voilà, et c'est pour ça qu'on a associé tous les partenariats que j'ai évoqués tout à l'heure. Et évidemment, l'idée, parce que ça ne va pas autrement, c'est de proposer aux étudiants qui s'installent, là aussi, des solutions clés en main. Parce qu'encore une fois, on est en concurrence avec Lyon, avec Dijon, qui proposent ces solutions de logement, de vie étudiante, d'animation, de loisirs, de trucs. Et si vous ne leur proposez pas la même chose, notamment pour des étudiants qui, sur ces niveaux-là, peuvent venir de plus loin que le territoire, vous êtes en concurrence directe avec toutes ces villes, et il suffit de cocher les cases et vous n'arrivez pas forcément au même niveau et vous êtes marron, quoi. Voilà. Et je crois qu'il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Non, c'était bon. Le nombre d'étudiants, non, je crois que c'est bon. Est-ce qu'on a des questions sur le chat, peut-être? Alors, deux questions qu'on peut vous proposer. C'est donc par rapport à la modularité de ce bâtiment, puisqu'on peut supposer que les entreprises qui s'y installent ont des besoins très spécifiques, et on peut se poser la question de lorsqu'on a un changement d'entreprise, est-ce que c'est facile de pouvoir la remplacer, d'avoir des locaux qui sont donc modulables finalement? Et une autre question qui est de revenir sur la notion de groupe miroir dont vous avez évoqué l'existence pour l'offre de service. Voilà, merci. Alors dans l'ordre, le bâtiment, il a deux réalités. La réalité historique que j'évoquais du moulin, donc le bâtiment initial,
qui est plutôt dans une organisation statique. Mais ceci dit, ce qu'on va retrouver dedans, c'est au rez-de-chaussée, vous allez avoir salle de conférence, salle projet, c'est-à-dire des espaces complètement modulables où on peut se mettre à 3, 4 personnes, on ferme les cloisons, bouge et on travaille comme ça. Donc là, ça reste relativement ouvert. Au premier étage, vous avez tous des plateaux administratifs. Au second, vous avez tous les salles de cours. Et au dernier, vous avez l'espace de coworking. Donc ça reste relativement modulable. Et les ajouts modernes, qui sont en fait les sucres, on appelle ça comme ça historiquement, eux sont des espaces, à la limite, c'est des grosses boîtes complètement ouvertes qu'on peut complètement reconfigurer et retravailler en fonction des besoins. Là, pour l'instant, elle a été imaginée pour les besoins de l'ENSAM et du Blue Lemon et du Living Lab. Mais demain, si ça devait être autre chose, bah, finalement, ça reste une boîte, vraiment une boîte au sens littéral du terme, qu'on peut complètement moduler. Et vous avez cette partie sucre que vous voyez là sur le côté, mais de l'autre côté, en fait, il y a à peu près la même chose, un peu moins. Et c'est là où vous allez avoir, par exemple, sur différents niveaux, le Living Lab, le Fab Lab, l'espace collaboratif. Donc, l'idée, c'était quand même de faire quelque chose d'extrêmement flexible en fonction des évolutions. Donc, des espaces techniques modulables, des espaces administratifs modulables, des espaces collaboratifs modulables. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait, demain, on verra. Et la partie groupe miroir, alors c'était, en fait, moi je suis arrivé relativement récemment dans le projet, il y a 1 an et demi, en provenance de l'UM, je disais, c'était systématiquement de se dire que, alors c'est peut-être très, très privé quand je dis ça, mais que mon client final, moi, il s'appelle l'entreprise, il s'appelle l'étudiant, et rien d'autre. Et quand on me dit que mon client s'appelle l'étudiant et s'appelle l'entreprise, je me dis à quel moment et où et comment sont-ils associés au projet. Et bien, quand on fait ça, on dit simplement, à chaque étape critique, chaque jalon critique du projet, on va proposer un nombre d'entreprises phares du territoire, emblématiques, mais pas que. On a des entreprises. Alors, le groupe Miroir, c'est une vingtaine d'entreprises avec un noyau dur de 8 entreprises. Les autres étant potentiellement des entreprises qui, en fonction des thématiques, s'associent ou pas à ce noyau. Voilà, et donc on les a réunis à peu près 6 fois. Donc il y avait 4 grandes briques, si vous vous souvenez bien, dans l'offre de service. Donc à chaque fois, on a entendu leurs besoins, interprété leurs besoins, proposé une solution, assuré la réponse. Le système d'aller-retour, c'est dites-nous ce que vous avez besoin, on pense avoir compris ce que vous avez besoin, voilà comment on vous le traduit, et voilà comment on vous traduit la réponse. Bon, pas bon. Pas bon, on revoit la copie, on réunit nos équipes, on refait une proposition, on réassure systématiquement avec les groupes miroirs. En fait, l'idée, c'est systématiquement une volonté d'appropriation par les entreprises de la solution qui est proposée, et pas qu'ils puissent nous rétorquer que ça a été imaginé par X, Y ou Z, sans tenir compte de la réalité de terrain, sans tenir compte des contraintes X, Y ou Z, sans tenir compte de leurs préoccupations, etc. Donc toute l'œuvre de service, que je n'ai pas détaillée complètement là en fait, a été systématiquement, mais l'œuvre de formation aussi. C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, dit voilà, on est en train de repenser de la formation, c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que le territoire propose? Qu'est-ce qui vous manque? Certains nous ont dit on a tout, mais mal, parce que finalement, les formations existent, mais si le contenu de la formation n'est pas adapté à notre problématique, c'était par exemple sur l'électronique et l'automatisme, c'est de dire aux acteurs de la formation venez entendre peut-être ce que propose le groupe Miroir, avec des acteurs, cette fois-ci évidemment de l'électrotechnique et de l'électronique, pour voir si votre référentiel peut évoluer ou pas. Exemple. Sur la partie ingénierie à Big Data, c'est la même chose, c'est de se dire, nous, on aimerait bien pouvoir aller un peu plus en avant dans la démarche. D'ailleurs, là, les entreprises ont été directement et dès le début impliquées dans la rédaction du référentiel du ruban pédagogique pour être sûr que si le jour on arrive avec notre formation et nos jeunes, ils puissent se dire, ouais, ça, je sais comment ça a été fabriqué, je sais que ça correspond à mes besoins et je peux vous prendre les jeunes en alternance. Merci beaucoup, vraiment encore un très beau projet et très riche et j'espère très inspirant pour les gens qui nous suivent et nous écoutent. Merci beaucoup pour votre intervention. On retrouvera encore une fois les documents que vous nous avez présentés en ligne à l'issue de la conférence.